Au cœur de l'Avesnois, dans les Hauts-de-France, se cache un joyau architectural, le château de la famille de Mérode. Si son histoire s'étale sur 800 ans, elle est aujourd'hui la demeure d'une princesse moderne. Mais qui est donc la famille de Mérode ? La terre de Trélon appartient à la famille de Mérode depuis 1577, avec le mariage de Louise de Blois et Louis, baron de Mérode. Si aujourd'hui la famille de Mérode a le titre de prince, il n'en a pas toujours été ainsi. C'est en 1930 que le roi Albert Ier donne le titre de prince à la famille en l'honneur du dévouement du comte de Mérode à la couronne lors des événements du XIXe siècle que l'on va découvrir maintenant. Cent ans plus tôt à Bruxelles, le 18 février 1830, le comte Guillaume-Charles de Mérode vient de mourir. Son deuxième fils, Félix, est âgé de 39 ans et veuf de Rosalie de Gramont. Il hérite alors des châteaux de Rixensart et de Trélon, dans lesquels il s'installe avec ses 4 enfants, Werner, Théoduline, Anna et Xavier. Au même moment, en France, le climat politique est très tendu. En juillet, le roi Charles X tente de freiner les ardeurs des députés libéraux. En réponse, les Parisiens se soulèvent et dressent des barricades. La Révolution de juillet mettra sur le trône le nouveau roi Louis-Philippe. Et en septembre, c'est au tour de la Belgique de mener sa révolution. Le comte Félix de Mérode et ses 2 frères, Werner et Frédéric, s'y engagent activement. Félix de Mérode rejoint le comité de salut public, puis devient membre du gouvernement provisoire, qui, le 4 octobre 1830, proclame l'indépendance de la Belgique. Son frère Frédéric choisit de s'engager par les armes et avec ses troupes part à l'attaque de l'armée hollandaise enfuie. Le 24 octobre, il est blessé près d'Anvers et meurt de ses blessures 10 jours plus tard. Il faut maintenant choisir un nouveau roi, et le nom de Félix de Mérode est suggéré. Mais celui-ci s'y refuse et préfère plaider pour la candidature de Léopold de Saxe-Cobourg, qui deviendra Léopold Ier, premier roi des Belges. Veuf depuis trop longtemps, Félix de Mérode se remarie à Bruxelles avec la sœur de sa première épouse, Philippine de Gramont. Il est maintenant nommé ministre d'État et ses obligations le retiennent la plupart du temps à Rixensart, près de Bruxelles. Il réserve alors au château de Trélon ses moments de détente et de villégiature. À Trélon, c'est une vie de famille qui s'installe. Le comte, accompagné de son épouse et de ses 4 enfants, profite de la campagne et des plaisirs de la chasse. Trélon est alors un village de 1800 habitants, entouré de forêts. Terre des Mérodes, dont on dit qu'elle s'étendait jusqu'à Bruxelles. La famille, proche de la population, ne manquait jamais d'assister aux fêtes du village ou aux processions organisées par la paroisse. C'est à Trélon que le comte de Mérode réserve les grands moments familiaux. Et quel plus bel événement à organiser que le mariage de sa fille Anna avec le comte Charles de Montalembert. Pour la population, c'est une grande joie qui restera longtemps gravée dans les mémoires. La cérémonie est célébrée par l'abbé Gerbet, ami du comte de Montalembert. Le comte de Montalembert est un journaliste, un historien, mais surtout un homme politique influent de la Deuxième République. Peut-on imaginer plus beau théâtre que le château,
pour accueillir les festivités du mariage d'un comte et d'une comtesse. S'ensuit pour le couple un long voyage de noces en Allemagne et en Italie. Le comte de Montalembert commence alors sa carrière parlementaire et mènera le combat pour obtenir la liberté d'enseignement par les congrégations catholiques. C'est aussi à Trélon que vient le temps des naissances. Anna et Charles de Montalembert y accueillent leur deuxième fille, Marie-Hildegarde. Charles de Montalembert est accompagné de son beau-père, le comte de Mérode, pour déclarer l'enfant. Et l'année suivante, la deuxième épouse de Félix, Philippine, donne enfin naissance à 44 ans à leur unique enfant, Albertine. Et pour l'occasion, le père de Philippine, Théodule, marquis de Gramont, est présent. La petite Albertine démarre sa vie sous les meilleurs auspices. Et pourtant, alors qu'elle n'a que 3 ans, elle perd sa mère. Philippine n'était âgée que de 47 ans. Félix de Mérode est à nouveau veuf. La vie continue à Trélon. C'est au tour du fils aîné, Werner, de se marier avec sa cousine Thérèse de Mérode, fille de Werner de Mérode et de Louise Victoire de Spangène. La deuxième fille de Louise Victoire, Antoinette, épousera le prince Charles III de Monaco. Quelques mois plus tard, c'est l'aînée des filles, Théoduline, qui épouse le comte Alof de Vignacourt à Trélon. Maintenant, le château de Trélon est bien vide. Quand ils ne sont pas à Paris, le comte et la comtesse de Montalembert vivent dans le château des Gramont à Villers-Sexcel, en Haute-Saône. De même que Werner partit s'installer dans son château de Mèche, dans le Doubs, où il deviendra député. Quant à la petite Albertine, à la mort de sa mère, elle est envoyée chez des amis, parmi lesquels elle grandira. Le comte Félix de Mérode est seul, mais toujours très proche du roi Léopold Ier. Il se consacre à la vie politique à Bruxelles. Le dernier fils de Félix, Xavier de Mérode, décide en 1847, alors qu'il avait embrassé une carrière militaire, de partir à Rome pour devenir prêtre. En 1850, Xavier est nommé camérier du pape. Il est maintenant une des personnes les plus proches du pape Pie IX et restera à ses côtés jusqu'à sa mort. En 1866, il deviendra archevêque. Albertine a maintenant 17 ans. Elle rejoint son frère Xavier pour devenir religieuse. Et elle rejoindra ensuite les Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus à Paris, une institution qui éduque les jeunes filles nobles. Le comte Félix de Mérode a maintenant 65 ans. Le 7 février 1857, il s'éteint à Bruxelles d'une courte maladie. Le journal Le Correspondant écrit «
les obsèques de M. de Mérode ont donné lieu à un de ces grands hommages publics tels que l'Antiquité les rendait à ces grands citoyens. Le comte Werner de Mérode, fils aîné de Félix, devient le nouveau propriétaire du château de Trélon. Il quitte le Doubs et s'installe au château avec sa famille. Au village, l'industrie verrière est en plein essor et la démographie en constante augmentation est maintenant de 2400 habitants. Le château reprend vie. La comtesse organise sa nouvelle vie dans cette belle demeure et le comte Werner reprend ses activités politiques en devenant député. Mais il s'attelle à une autre tâche monumentale. Soucieux de moderniser son château, il entreprend de grands travaux de transformation selon la mode du XIXe siècle. Les toits ont été rehaussés. Le perron doté de 2 magnifiques escaliers ajoutés. Et enfin, la tour de la chapelle, en l'honneur de son frère, Monseigneur Xavier de Mérode. Le château s'est paré de ses plus beaux atouts. Il fait la fierté de ses propriétaires et de toute une région. Comme dans toutes les grandes demeures, la vie au château est rythmée par un protocole précis grâce à une armée de domestiques. Majordomes, valets de pied, femmes de chambre sont au service du comte et de la comtesse. Les domestiques avaient leur chambre au dernier étage du château, l'escalier de service les menant aux chambres de leur maître et au salon. C'est au rez-de-chaussée que se trouvaient les cuisines et l'office, où les domestiques se tenaient prêts à servir le comte et la comtesse et leurs hôtes. Mais cette vie paisible sera bientôt bouleversée. « 1870, la guerre franco-allemande est déclarée et bien vite perdue. Le 18 janvier 1871, l'Empire allemand est proclamé dans la galerie des glaces du château de Versailles. Et quelques jours plus tard, Paris capitule. Les députés de l'Assemblée nationale, dont Werner de Mérode, doivent s'exiler à Bordeaux, où un gouvernement provisoire est constitué. Adolphe Thiers est élu chef du pouvoir exécutif de la République par les députés et doit maintenant traiter la paix avec les Prussiens. C'est alors que Werner de Mérode et 14 autres députés sont désignés pour former une commission de représentants de l'Assemblée auprès d'Adolphe Thiers à Versailles. Et le 1er mars, l'Assemblée nationale ratifie le traité de paix, cédant l'Alsace et la Lorraine à l'Empire allemand. Au même moment, la comtesse, elle, est restée seule au château. Elle voit arriver la compagnie de la Garde nationale du Nord qui se replie et leur ouvre les portes de son château quelques jours, le temps qu'il se repose. À Paris, c'est la Commune qui débute. « 1872, la paix est revenue, mais pas pour la famille de Mérode. Albertine, sœur au Sacré-Cœur de Jésus, est emportée par la maladie à seulement 33 ans. Et en 1874, à Rome, Monseigneur Xavier de Mérode, âgé de 54 ans, meurt le 11 juillet aux côtés du pape Pie IX. Werner de Mérode, qui avait une grande admiration pour son frère, est très touché par cette disparition.
Trélon et son château sont entrés dans la Troisième République. Werner quitte l'Assemblée nationale le 7 mars 1876 et devient sénateur dans le département du Doubs jusqu'en 1885. En 1886, l'Assemblée nationale vote la loi d'exil des membres des familles ayant régné en France. Henri d'Orléans, duc d'Aumale, l'un des fils de Louis-Philippe, doit fuir vers la Belgique. Hermann de Mérode, fils de Werner, lui vient en aide. Il organise son passage à la frontière et l'accueille à Momigny en la maison du docteur Bévier. 11 ans plus tard, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, n'ayant pas oublié le soutien des Mérode à la famille d'Orléans, s'arrête au château de Trélon au retour d'un voyage en Belgique. Le duc d'Aumale sera reçu chaleureusement par le comte et la comtesse durant 2 jours. À l'aube du XXe siècle, le château a gardé tout son prestige, annonçant ainsi une relève tout aussi prestigieuse. Le 30 octobre 1905, Werner de Mérode s'éteint à son tour dans son château de Trélon à l'âge de 90 ans.